Passé. Bon, alors, on va reprendre. Au dernier séminaire, Eduardo nous a bien développé le début de la description de l'objet A à partir du Thor et de son début de constitution. Et je pense qu'à l'image des cercles du Thor, ça serait intéressant de revenir aujourd'hui sur la question du fantasme. Dans l'objet petit a, effectivement, le centre. Donc je propose de faire une boucle, et puis après de revenir au niveau théorique. Alors, ce qui est important enfin par rapport au fantasme, c'est que la structure psychique d'un sujet est intimement liée au fantasme inconscient. Et que c'est pour cela que la psychanalyse va avoir de l'effet, et va avoir aussi de l'effet sur la transformation psychique du sujet, qui peut être très intéressante. Alors, je vais repartir à partir du petit texte de Lacan sur le mythe individuel de névrosé, que Lacan a repris dans une petite édition qui est très intéressante. Ce que Lacan a appris de Lévi-Strauss, c'est que chez l'être humain, c'est la structure symbolique qui domine. Cette structure symbolique qui recoupe le social, les liens de parenté, l'idéologie, mais pour chacun son propre rapport au monde. Et ce que l'être humain va construire de scénarios imaginaires, les mythes, les rites, qui fondent, doit être nécessaire à voiler les contradictions de la réalité extérieure. C'est-à-dire un réel impossible à symboliser va produire un scénario fantasmatique qui va servir à masquer ce trouble du réel. C'est ce qu'on constitue dans le fantasme fondamental du sujet. Et ces formations se transforment aussi selon des lois mathématiques que Jean que Lacan a investigué en dégageant la formule du fantasme chez le névrosé, que je trouve intéressante. On devrait fermer un petit peu. Le dédoublement de la fonction personnelle du sujet dans les formations éthiques du névrosé. C'est-à-dire que chaque fois que le névrosé va réussir à coïncider avec lui-même, c'est-à-dire l'assumption de son propre rôle dans des liens plus légitimes, qui ne correspondent pas à son désir par rapport dans une rencontre, par exemple, son partenaire sexuel, au moment où tout pourrait être parfait, et que ayant beaucoup d'enfants, souvent ça rate, car le partenaire sexuel se dédouble. Et il va y avoir une aura d'annulation qui va entourer ce partenaire sexuel. Beaucoup de patientes de structure hystérique vivent avec des hommes dont elles n'ont plus aucun désir. Il n'y a par exemple plus aucune possibilité de relation sexuelle entre eux. Voilà. Donc une aura d'annulation. Lacan a décrypté dans le fantasme obsessionnel de l'homme au rat de Freud. Un personnage dans ce fantasme se présente qui va dédoubler le premier et qui devient un objet de passion plus ou moins idéalisé, poursuivi de façon plus ou moins fantasmatique et qui peut pousser à une identification d'ordre mortel. Personnage dans l'imaginaire du fantasme avec lequel il a un rapport narcissique en tant que rapport mortel et à qui il va déléguer la charge de le représenter et de vivre à sa place et voire de parler à sa place. Et justement par rapport au symbolique, Lacan disait aussi quelque chose d'important, c'est que dès que l'homme oublie qu'il parle ou qu'il ne parle plus, il est parlé par un autre. Voilà. Donc là, le sujet se sent alors désaccordé de lui-même, exclu de sa propre existence, et l'impasse apparaît et la demande d'analyse ensuite. C'est donc dans ce dédoublement narcissique que gît le drame du névrosé. C'est ce que Lacan a appelé le quatuor du névrosé. Donc, quand la vie amoureuse peut s'harmoniser avec le choix d'un partenaire, c'est alors donc ce double narcissique qui apparaît et vivant par procuration à sa place. Le sujet va s'effacer devant l'objet cause de son désir, que Lacan a nommé petit a,
et qui va amener Lacan à écrire ainsi le mathème du fantasme, le sujet barré, poinçon, petit point. Comme notre séminaire, nous l'articulons avec la pensée de Lacan, le fantasme de Lacan et de Mélanie Klein. Le fantasme a pour Mélanie Klein différentes fonctions, diverses et complexes. Elle étaye là le travail de Lacan sur le fantasme par rapport à ses fonctions, je trouve. Il peut avoir par exemple une fonction défensive en visant à l'accomplissement des incitations pulsionnelles. La gratification ou la jouissance qu'il produit peut être considérée comme défense contre les privations imposées par la réalité extérieure. Mais ce qui est encore peut-être plus important, c'est qu'il peut aussi, le fantasme, représenter une défense contre la réalité interne. Par exemple, celle de sa propre faim ou de sa propre colère. Les fantasmes peuvent servir aussi de défense contre d'autres fantasmes. C'est ce qu'elle apporte aussi d'intéressant. Anna Segal a cité l'exemple des fantasmes maniaques, dont le but principal est d'écarter les fantasmes dépressifs sous-jacents. Citant Freud et Abraham, elle écrit « Un fantasme maniaque typique est celui du soi contenant un objet idéal dévoré, dont l'éclat rayonnant se projette sur le moi. C'est là une défense contre le fantasme sous-jacent de contenir en soi-même un objet irrémédiablement détruit et vindicatif dont l'ombre retombe sur le monde. » Alors, je m'arrête un tout petit peu parce que peut-être on y reviendra après. J'ai lu juste avant de venir ton excellent article autour de l'ouvrage que tu vas publier, sur Massoud Khan. Winnicott et Massoud Khan. Winnicott et Massoud Khan. Où tu décryptes les fantasmes qui ont habité Winnicott. Voilà. On y reviendra après parce que je pense que son fantasme, l'identification à une poupée morte inerte, entre pour moi là dans un fantasme de type maniaque. On va y revenir tout à l'heure, on décrira bien. Voilà. Pour Mélanie Klein, le fantasme est l'expression mentale des pulsions comme telles, et il existe dès le début de la vie, et la formation du fantasme est donc une des fonctions du moi. Ce point de vue suppose un plus haut degré d'organisation du moi que Freud ne l'avait postulé. Point important aussi. Et toute la structure de la personnalité est déterminée par le fantasme, plus stable que ce que le moi forme sur lui-même et sur les objets qu'il contient. Tout le long de son séminaire, Lacan est donc revenu sur le travail de Mélanie en lui reconnaissant son génie sur sa conception et sa compréhension du fantasme. Freud a décrit des fantasmes inconscients qui ne se produisent qu'à partir de la 2e ou 3e année de vie. Toute la série des fantasmes fondamentaux qu'il a dépliés, de l'enfant battu jusqu'au fantasme de séduction, au fantasme de parricide. Les fantasmes sont des scénarios que le sujet se représente et mettant en scène de manière déguisée le désir. La planche et Pontalis souligne à quel point, pour Freud, fantasme et désir sont dans un rapport étroit. Wunschfantasie ne signifie-t-il pas fantasme de désir? Et Freud a cherché très tôt l'origine des symptômes névrotiques dans des événements traumatiques réels précoces que l'on pouvait retrouver masqués dans les fantasmes, dans ces fantasmes originaux. L'événement est refoulé dans l'inconscient, ce qui le rend aussi inaccessible au souvenir. Donc ces fantasmes qui régissent l'existence et qui nous agissent à notre insu se ramènent à des séquences réduites par Freud dans la névrose, au fantasme de séduction pour l'hystérique, au fantasme de scène primitive pour l'obsessionnel. Pour lui, le désir est l'accomplissement d'un souhait ou d'un vœu inconscient et le fantasme est fait pour jouir dans l'imaginaire. Et dans ce mouvement psychique, l'impossible réalisation du fantasme engendre son mouvement vers différentes réponses provisoires. Donc le fantasme parcourt de la sorte un certain circuit que l'on observe tout à fait se dérouler dans une cure analytique. Le fantasme fait absolument fi du principe de réalité.
Donc, dans la cure de la névrose obsessionnelle de l'homme au rat, et que Lacan reprend de manière éclairante, Freud décèle un conflit créé chez le patient entre sa sensualité et l'amour filial pour le père. Donc c'est un homme jeune que Freud a suivi pour des pulsions obsessionnelles criminelles, une compulsion au suicide, ainsi qu'une appréhension obsédante, entendue dans la description d'une supplice pratiquée en Orient, celui par exemple d'enfoncer des rats dans l'anus du supplicié. Plusieurs idées avaient surgi chez ce patient, tandis qu'il relatait à Freud l'idée que cela arrivait à une personne qui lui était chère, d'abord la dame qu'il avait investie, puis l'idée que ça pourrait aussi atteindre son père. L'idée trahissant pour Freud son souhait inconscient. Le chagrin d'avoir perdu son père a été la source principale de la maladie de ce patient. D'ailleurs, ça me fait associer avec Massoud Khan qui va déclencher aussi sa maladie après la mort de son analyste placé en figure de père. Donc, ça va être croisé tout le long, ça va être très intéressant. Ce patient présentait pour Freud un amour si intense pour le père qu'il en refoulait la haine. Sa famille l'avait incité à épouser une jeune fille aisée alors qu'il aimait plutôt une jeune fille de milieu modeste. Situation qu'avait déjà auparavant vécu son père avant son propre mariage et en faisant le choix d'une femme riche à celui d'une femme pauvre. Le patient évacua le conflit créé entre son amour et la volonté de son père en tombant malade. Il échappa ainsi, il évita donc à la tâche de résoudre ce conflit dans la réalité. Le résultat principal de sa névrose fut une inhibition au travail et la rumination mentale. L'impulsion à l'onanisme apparut chez lui après la mort du père, accusant sous ce travestissement, dit Freud, sa sexualité infantile. Masturbation infantile qui aurait, selon Freud, aussi été sévèrement châtiée par le père, le poussant à attribuer au père le rôle de celui qui trouble et gêne la sexualité de son fils. Ses sentiments de rage envers son père s'étaient donc constitués à une époque préhistorique de sa vie. Le trait caractéristique de l'activité sexuelle précoce ne manque jamais dans la névrose obsessionnelle, il remarque aussi. Et cette névrose laisse davantage reconnaître bien plus clairement que ne le fait l'hystérie que les facteurs qui constituent une psychonévrose ne se trouvent pas dans la vie sexuelle adulte, mais plutôt dans celle de l'enfance. Le châtiment par les rats réveilla pour Freud l'érotisme anal du patient, qui avait joué un grand rôle dans son enfance, ainsi que toutes les tendances à la cruauté égoïste et sensuelle réprimée. La composante sadique est importante dans la genèse de la névrose obsessionnelle. L'équation rat-pénis dans le récit du capitaine pouvait lui évoquer une situation de rapport père-homme particulièrement odieuse. Les rats avaient aussi signifié pour lui dans de nombreuses phases du délire obsessionnel des enfants. Donc, c'est de la construction du fantasme que dépend la fin de l'analyse. Et cette construction accompagne toute la tâche analysante dès la première séance. L'obsession aura disparu à la suite de l'interprétation de Freud du contenu de la sanction redoutée par le patient face à son conflit entre l'obéissance à son père ou la fidélité à son ami. Sinon, les deux personnes subiraient le supplice au rat. Cette interprétation de Freud reposait sur les deux théories sexuelles infantiles de la sexualité qu'il avait décrites dans les 3 essais. La première, celle que les enfants sortent de l'anus, puis celle qu'il est aussi possible aux hommes qu'aux femmes d'avoir des enfants. Un des traits des névrosés obsessionnels est qu'ils sont incapables de se décider dans toute affaire d'amour. Ils essaient de retarder toute décision. C'est pour Freud un doute sur l'amour dans lequel règne le doute et la compulsion. Pour Lacan, ça va être plutôt la fuite devant l'objet du désir. Et il est intéressant de noter ce que relève Lacan dans ce cas, sur la question justement dont je parlais au début du dédoublement de l'objet du partenaire sexuel, ici sous la forme femme riche ou femme pauvre. Il y a là à l'origine dans ce cas aussi la question d'une dette du père du patient à l'égard d'un ami.
Et la crise chez le patient se déclenche aussi au moment où le capitaine lui raconte l'histoire du supplice et lui raconte en même temps qu'il doit un remboursement d'un paquet, en l'occurrence des lunettes, qu'il lui avait envoyées par la poste, qu'il avait envoyé par la poste à un lieutenant. Donc c'est une histoire de remboursement d'un lieutenant qu'on va appeler capitaine à un lieutenant B, donc grand patron, à un lieutenant B, qui échoue finalement à la dame de la poste. Et histoires qui ont tellement bouleversé le patient qu'il échoue chez Freud. Il y avait aussi dans l'histoire du père une substitution, donc celle du choix d'une femme riche à la place d'une femme pauvre, que peut incarner pour Freud la dame de la poste. Donc ce patient a été placé dans une double dette, un double plan dans lequel se joue le drame d'une façon. Freud a été mis dans le transfert en place d'amis et très vite, dans une espèce de court délire, le patient va imaginer que Freud ne désire plus ni plus ni moins que de lui donner sa propre fille, dont il part fantasmatiquement de tous les biens. Donc, prendre le patient en analyse peut conduire à des constructions délirantes, et les constructions névrotiques peuvent aussi confiner quelquefois à des constructions délirantes. Voilà. Donc il m'avait paru intéressant d'associer cette double lecture de Freud et de Lacan. Donc dans la cure analytique, le moi de l'analyste se prête au fantasme du patient. Fantasme aussi qui se construit toujours selon deux pôles. Le premier, celui de la recherche d'une jouissance toujours perdue. Et deuxièmement, celui de la mise en scène du montage d'une fiction qui justifie cette perte. Et c'est la reconstruction du fantasme dans ce temps d'analyse qui va libérer le sujet, le corps de la souffrance symptomatique qu'il habite. Donc, le moi, d'après Lacan, se caractérise par cette fonction de méconnaissance qui est au principe de son aliénation, c'est-à-dire savoir ce qu'il représente comme objet de jouissance pour l'autre. Et la parole qu'il adresse à l'analyse permet une saisie réflexive de ce sujet. Moi, je compare souvent le progrès d'une analyse à une spirale qui se rapproche graduellement du refoulement originaire et que l'on voit aussi dans le dépliement des constructions fantasmatiques que je mets au pluriel. Et la séparation n'est rien d'autre que cet instant de reconnaissance de l'aliénation pour le sujet, c'est-à-dire de savoir ce qu'il était lui comme objet de jouissance. Reprenons le fantasme fondamental de l'obsessionnel. L'obsessionnel, il se dévalorise et met hors de lui tout le jeu de la dialectique érotique. Dit Lacan dans ce séminaire Le Transfert, sur lequel il a repris tout ce temps. Donc il se met en dehors, tout en feignant d'en être l'organisateur. Et donc c'est sur le fondement de sa propre élimination qu'il fonde tout ce fantasme. Et pour Lacan, les choses se sont fixées au point d'identification du sujet, du névrosé obsessionnel, au petit tas excrémentiel. L'objet est anal. Je vous rappelle que le stade anal se caractérise en ceci, que le sujet ne satisfait un besoin que pour la satisfaction d'un autre. Voilà, il répond à la demande de l'autre. Et pour Lacan, il y a au stade anal un reflet aussi du stade sadique-oral, c'est-à-dire un stade sadique-anal où l'on voit très fréquemment que le partenaire est attendu en souffrance. Les névrosés obsessionnels font souvent souffrir l'autre dans l'attente, ils se positionnent, ils font le mort. L'autre est en souffrance dans son désir sans réponse. Et la suspension du petit autre imaginaire au-dessus du gouffre de la souffrance est ce qui forme la pointe et l'axe de l'érotisation sadomasochiste. Ça va être dans cette relation que va s'instituer au niveau anal le partenaire sexuel. Lacan nous rappelle que le cadeau extrémentiel fait partie de la thématique la plus antique de l'analyse.
Et donc c'est dans ce séminaire, le transfert, ce que tu nous avais dit autrefois, que Lacan va déterminer la fonction de l'objet A comme cause du désir et centre du fantasme. Et c'était pour Lacan sa plus grande découverte. Le désir maintient sa marche dans la place de la demande comme telle, demande orale, anale ou génitale. Et c'est dans l'identification, c'est important aussi, du sujet à l'objet oral, à l'objet du désir oral, qui est dans l'hystérie, que se profile aussi le risque de morcellement constitutif. Lacan nous dit aussi, dans ce même séminaire, et là on va retrouver Mélanie Klein, c'est-à-dire que le sujet, dans le champ du grand autre, ne rencontre pas seulement les images de son propre morcellement, mais d'ores et déjà, dès l'origine, les objets du désir de l'autre, du grand autre. À la fois les objets du corps de la mère, à la fois dans leur état de morcellement, mais aussi avec les privilèges que lui accorde le désir de celle-ci. Alors en relisant ça, tout à l'heure je me disais, est-ce que ça pourrait corroborer l'intuition de certains psychanalystes qui sont contre le trop de pénis diffus sur cette envie de pénis de la femme? Il faudrait peut-être relier une partie avec ce fantasme des objets partiels que contient le corps de la mère. Lacan, donc, il rejoint là, ça c'est important, Mélanie Klein, dans sa reconnaissance de l'objet phallus paternel que le corps de la mère contient aussi, que l'on rencontre aussi dès les premiers fantasmes archaïques du sujet. Objet qui est pour Lacan à l'origine du fandom, il va parler, il doit parler. Et dans cet empire intérieur du corps de la mère, où se projettent les premières formations imaginaires, quelque chose se distingue comme plus spécialement accentué, voire nocif, et qui est aperçu dans le phallus paternel. Donc, dans le champ du désir de l'autre, l'objet subjectif rencontre déjà des occupants identifiables, autour desquels il va avoir à se faire valoir et à peser. Donc, à la phase orale, ce n'est qu'à l'intérieur de la demande que l'autre se constitue comme reflet de la fin du sujet. Dans l'hystérie, le sujet demande à l'autre. Il va s'épuiser dans sa demande à l'autre. Et par contre, chez l'obsessionnel, dans la demande anale, elle se caractérise par un renversement complet au bénéfice de l'autre. C'est l'autre qui prend l'initiative, c'est l'autre qui demande, comme la mère qui demandait à la femme de remettre son pot. Et dans cette phase où le désir s'articule dans cette phase où l'autre en est aussi le dépotoir. Et Lacan va situer là l'origine de tous les amas, de tous les agrégats humains. Il dit même que chaque fois que vous voyez des hommes, je voyais à côté des tas. Des tas de coquillages, des tas d'ordures, des tas. Maintenant, je pensais des tas d'objets numériques. Maintenant, on ne va pas savoir où mettre sur la planète. Voilà. Donc, le témoignage des plus anciennes agglomérations humaines, ce sont ces énormes pyramides de débris de coquillages, les premières. Voilà. Donc, le mode dans lequel l'homme s'introduit au champ du signifiant, c'est dans les amas qu'il suffit de le désigner. Et le sujet va se désigner ici dans l'objet évacué. Au point zéro de la phanésie du désir, il repose tout entier sur la demande de l'autre. C'est l'autre qui décide. Donc là, il a racine de la dépendance du névrosé. Sa dépendance par rapport à la demande de l'autre. Et ce qu'il demande à l'autre dans sa demande d'amour de névrosé, c'est qu'on lui laisse faire quelque chose. Et l'objet qui va pouvoir disjoindre la demande du désir, c'est le phallus. Dans la Constitution, peut-être je vais vous reprendre ça, la Constitution de l'objet oral, manchot, anal, phallique, scopique et vocal. Dans la Constitution
de l'objet, pour Lacan, il avait montré que la constitution suit quelque chose de circulaire. Hein. Au départ, l'objet oral, puis anal, en haut qui va servir de point de disjonction de la demande et le désir, c'est le phallus. On a ensuite l'objet scopique et l'objet vocal, dont l'introjection formera le surmoi. Donc, je reviens sur le phallus. Hein, voilà. C'est l'objet privilégié dans le champ de l'autre, un objet qui vient en déduction du statut du grand autre comme quel. Au niveau du désir génital de la phase de castration, le petit a, c'est A moins le phallus, moins le phi. Et l'énigme du désir est nouée avec ce fondement structural de la castration. Le phallus va être la racine du manque dans le désir de l'autre. L'objet petit a se constitue à partir d'un défaut dans l'autre. Hein, et donc ce grand autre est constitué en ceci, c'est qu'il y a quelque part un signifiant manquant. Et cela va être en proportion d'un certain renoncement au phallus que le sujet va pouvoir aussi entrer en possession de la pluralité des objets dans le monde humain. Donc cette fonction du signifiant phallus a une double polarité à la fois imaginaire et à la fois symbolique. Et ce à quoi le sujet a affaire, c'est à l'objet du fantasme, en tant qu'il est le seul capable de fixer un point privilégié dans une économie réglée par le niveau de la jouissance. Une économie réglée avec le principe du plaisir. Donc cette question de l'objet s'inscrit dans la topique du désir. Donc cet objet-là, Lacan lui consacre aussi toute une année importante dans un deuxième séminaire dont fait partie celui-là, c'est le séminaire Langoisse. Il a tenté de définir la fonction de l'objet dans ce séminaire en 1963. Donc cette définition propose cette constitution circulaire de l'objet, donc définissant ainsi ses différentes formes stadiques, orale, anale, phallique, scopique et vocale. Et à chaque niveau de constitution, l'objet tient à lui-même en tant qu'objet et sous ses différentes